une explication préliminaire. Cette chemise rouge n'a rien de révolutionnaire et n'a rien de subversif. C'est simplement qu'on m'a demandé de mettre une note de gaieté et de joie. Et le rouge, c'est la couleur de Noël. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle je suis habillé ainsi. Bonjour Daniel. Bonjour Bonjour Gérard. Emmanuel. Bonjour Frédéric. Bonjour Gérard, Et merci d'être Bonjour là. Gérard. avec plaisir. Et bonjour, vous bien habillé tout le monde. Ah oui, Le rouge, c'est la couleur de la révolution aussi. Non, oui, la couleur, mais c'est une coïncidence. Non, Comme je mais l'ai Noël expliqué. est une révolution. Hein. waouh, Prolétarienne en bravo. Alors, donc, je reprends la pratique de mes éditos en attendant de les soumettre, de contraindre mes partenaires à chacun s'y coller. Je vais vous faire un édito d'époque, de saison, comme on dit, voilà. Voici ce que j'ai demandé au Père Noël. Cette année, je n'ai pas demandé grand-chose à Papa Noël, pas de miracle, pas de promesses creuses, pas de cadeaux clinquants. J'ai simplement formulé quelques souhaits tout à fait raisonnables, presque modestes à la limite. En tous les cas, à l'échelle de la Martinique. Un îlot de 80 km sur 40, ce n'est pas immense, ce n'est pas le bout du monde. Je vais demander à Papa Noël un État qui fasse ce qu'il dit. L'État qui est là-bas, à 8000 km, un État moins habile à annoncer qu'à exécuter, un État capable d'assurer l'essentiel, de l'eau, hein, vous êtes d'accord, de l'eau potable qui coule, un hôpital qui soigne sans s'épuiser, parce qu'il soigne, hein. Nous ne sommes pas ici des maniaques anti-hôpital, des politiques publiques qui ne disparaissent pas après les discours qui les annoncent, rien d'extraordinaire, juste le fonctionnement normal d'un petit pays. Je vais aussi demander une économie respirable, la formule de moi, une économie où la vie chère n'est plus la caractéristique essentielle, une économie organisée, transparente, où le marché ne sert pas d'excuse à l'injustice. J'ai demandé aussi une santé digne, pensée pour un territoire insulaire, vieillissant, marqué par les catastrophes environnementales, et puis catastrophes durables. Vous voyez de quoi je veux parler? Suivez mon regard. Enfin, c'est Noël. Ne mettons pas trop de points sur les i. Une santé qui ne repose pas uniquement sur le courage de soigner à bout de souffle, mais sur des décisions politiques claires, des budgets évidents. J'ai demandé un avenir pour la jeunesse, un avenir qui ne se résume pas à partir absolument pour réussir, ou alors rester pour renoncer avec beaucoup de dépit, mais à se former ici, à travailler ici, à revenir ici. Ces mots que j'utilise sont connus. Ce qui manque, c'est la constance. S'agissant de ce que j'ai demandé pour nous, enfin j'ai demandé un peu pour nous, là maintenant on va parler de nous, de lucidité collective. Que nous ayons la capacité à regarder notre histoire en face, sans complaisance, sans déni, à débattre sans hystérie, à sortir des postures et à entrer enfin dans le réel. En refermant ma lettre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces demandes n'ont rien de magique, rien de particulier. Elles relèvent d'une politique, du concret, du possible, tant au niveau individuel qu'au niveau global, au niveau de l'État. Autrement dit, elles n'ont rien à faire sur la liste du Père Noël. Et pourtant, chaque année, c'est encore à lui que je confie ces demandes, manière peut-être de garder mon âme d'enfant et de garder intact l'espoir de voir notre beau pays connaître des jours meilleurs. Joyeux Noël. Je pense que Noël sera déjà passé, mais le Noël dure une semaine et puis toute la vie, pourquoi pas. Jingle, jingle. Alors, une œuvre littéraire excessivement importante, c'est l'analyse critique du journal d'un prisonnier qui a parlé d'une chose qu'il connaît bien, qu'il a pratiquée, puisqu'il a fait 20 jours dans les cajots de la République. Tout d'abord, Gérard, et ce n'est pas un cadeau de Noël, permets-moi de te féliciter pour la qualité de ton édito. Oh, ma chérie. D'autre part, oui, on a un récit d'un prisonnier, oui, même si c'était un jour, je pense que le récit aurait été le même. C'est un succès phénoménal, il faut le souligner. C'est un succès qui est numéro un des ventes, qui est le narratif de Nicolas Sarkozy, a fait de la prison. Qui a fait de la prison, qui est un ancien président de la République et dont vous connaissez, les méandres judiciaires, avec une exécution provisoire et de ces méandres, Nicolas Sarkozy a fait un livre, Le journal d'un prisonnier. On est pour, on est contre, il y aura nécessairement, les 2 camps. Moi, je vous propose, un petit peu comme tu as fait une analogie avec Noël, de faire une analogie avec les 10 commandements. Les 10 commandements de la stratégie politico-médiatique de, Nicolas Sarkozy,
que je vous propose de vous partager assez légèrement, mais de façon relativement sérieuse quand même. Tout d'abord, premier commandement, on a ce sentiment juste en introduction d'être un peu dans la situation de Napoléon sur l'île d'Elbe. On a vraiment une scénarisation qu'il faut souligner. Donc, allons-y, allons-y pour les commandements. Premier commandement, la mise en scène. C'est une mise en scène qui est légitime ou pas, mais une mise en scène de l'urgence carcérale qui produit un véritable effet d'authenticité, bon, puisqu'elle a bien eu lieu. Ensuite, la transformation de cette aventure dans un véritable journal intime qui est un outil de communication politique. Troisièmement, troisième commandement, la victimisation de l'auteur afin de susciter et la compassion et l'indignation. Ensuite, la comparaison, il faut se comparer avec les grandes figures de l'histoire dans la stratégie politique et médiatique, la comparaison avec Dreyfus, vous connaissez l'affaire Dreyfus, Émile Zola, comme un levier très important de mémoire, comme un puissant symbole à la française. Il faut enfin réduire la prison non pas à finalement une situation méritée, mais comme plutôt un décor. La prison devient un décor, voilà. On la met en deuxième, voire en troisième plan. Enfin, il y a toujours parmi nos commandements le maintien en dépit d'un emprisonnement. On a la conservation d'une posture d'autorité, d'une posture politique, d'une posture charismatique. C'est assez extraordinaire. C'est un véritable animal politique. On a une transmission, une publication de sa pensée avant, vous l'avez noté, la procédure en appel. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est l'anticipation, toujours, dans notre communication politique et médiatique. Et puis, la euh, création d'un univers extrêmement émotionnel qui a suscité de l'émoi ou qui a suscité de la révolte, mais en tout cas, ça reste de l'émotion. Et enfin, l'usage de l'écriture, de sa plume, comme un instrument de survie politique. La question est, cet ouvrage permettra-t-il au phénix de renaître une nouvelle fois de ses cendres? C'est très bien. Quand j'ai vu ça, j'ai vu ce qu'il faisait, 20 jours de prison, un bouquin, un best-seller, faut le reconnaître. Mais on est dans un monde qui est tellement à l'envers, qui est tellement... En créole, on dirait chou peut-être. Vous voyez, upside down. Que rien ne peut plus m'étonner maintenant. Et j'ai quand même eu ce mot qui m'est venu à la bouche, extrêmement toupétu. C'est le mot créole, avoir du toupet. Extrêmement toupétu. Monsieur fort dans le toupet. Mais est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça que l'on donne des exemples En tout euh, cas, un animal sérieux? politique se reconnaît par sa très puissante audace. Et là, Nicolas Sarkozy ne manque pas d'audace. Oui, est-ce qu'on avait besoin de ça? Jingle pour passer à... Vision Martinique 2030, c'est un article que j'ai repéré en quelque part qui présente une démarche participative et prospective visant à co-construire une stratégie territoriale en Martinique. Beaucoup de grands mots, très technocratiques, mais tu vas expliquer très simplement ce que Oui. c'est. En même temps, la première chose que j'ai envie de dire, vision 2030, 2030, c'est dans 4 ans. C'est la même. Quand on essaie de se prolonger, voilà, de faire un peu de prospective, c'est 2050. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui a été réalisé. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qui, en 1995, aurait imaginé une telle mutation 10 ans plus tard, avec la technologie, l'intelligence artificielle, et on ne sait pas où. D'où la difficulté de faire des prévisions aujourd'hui. Ouais. Quoi qu'il en soit, Vision 2030 a mis en place un dispositif pour interroger la population. Parce que Vision 2030 parle du point de vue, effectivement, que ce sont les points de vue de la population qu'il faut prendre en considération, dans un premier temps, pour bâtir nos lendemains. Alors, il faut... comment faire, un certain nombre de questions, comment faire pour affronter les défis de nos territoires insulaires, pour combattre les inégalités, pour éviter les crises sociales, pour éviter les dépendances alimentaires, le vieillissement de la population, l'exode des jeunes, ce sont tous des phénomènes qui sont matérialisés aujourd'hui. Et puis la Martinique de demain peut-elle donc se construire à partir de la voix des citoyens? C'est ça la démarche de Vision 2030. Elle vise à identifier les priorités exprimées par les Martiniquais, à mettre en dialogue avec les orientations institutionnelles.
Mmh. L'objectif, c'est d'obtenir un développement durable et collectif. Alors, il y a eu des consultations des citoyens, identifiés par des catégories socio-professionnelles. En moyenne, il y a 150 participants. Il y a eu des focus complémentaires qui ont été faits avec les jeunes et les aînés, puisque ce sont des cibles particulières. Partout, le même constat. Les Martiniquais souhaitent être entendus et impliqués dans les décisions qui façonnent leur territoire. Sujets prioritaires, santé, éducation, emploi. Santé, par exemple, promouvoir la télémédecine, la prévention, favoriser le sport, éducation, repenser l'éducation, développer l'esprit critique, renforcer l'ancrage historique et culturel. On veut pouvoir aujourd'hui se soigner au pays, on veut pouvoir travailler dignement, on veut pouvoir vivre dans un environnement sans être, et être entendu précisément, pardonnez-moi, par le pouvoir local. Travail, croissance économique sont au centre des préoccupations. On veut aussi construire un cadre de vie harmonieux et durable. D'autres priorités, l'intégration caribéenne, l'autosuffisance alimentaire, la réduction et le solutionnement du gros problème des sargasses. Mmh. Et puis, on demande des élus beaucoup plus proches, on demande des solutions économiques adaptées à nos territoires. Alors, c'est tout l'enjeu aussi de comment notre production va prendre sa place. Alors, c'est curieux, je n'ai pas trouvé des questions liées à la sécurité. Oh, la sécurité, c'est quand même un sujet qui est très important. Je n'ai pas non plus trouvé des problématiques institutionnelles. Ils n'ont pas, voilà, personne n'a mis en question, si vous voulez, voilà, la question de statut. En récapitulant, enfin, en définitive, la Martinique dispose d'atouts immenses, de potentiel d'émergence. Les Martiniquais sont prêts à agir et à participer. Selon Vision 2030, une stratégie co-construite est possible et nécessaire pour faire face aux défis du territoire. Ce que je remarque, c'est que de toutes parts, d'abord chez nous, à tous créoles, maintenant ce groupe qui est en liaison avec l'université, sur des bases sérieuses, il y a de plus en plus une demande de participation d'abord de la population et puis aussi de dialogue avec les institutions. Est-ce que les élus vont comprendre que ce processus doit être mis en place et que c'est peut-être la façon de pallier les problèmes j'allais dire d'absentéisme aux élections, mais quasiment, d'abstention en tous les cas aux élections. Je pense que c'est peut-être une voie. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on aborde et chaque fois qu'il y aura donc une tentative par l'université, par un groupe de citoyens, d'essayer de faire ce dialogue entre population et autres, nous serons preneurs. On peut nous envoyer à Emmanuel, à Daniel, à moi ou à Frédéric des éléments qui montrent que les gens, en fait, s'intéressent à leur vie. Parce que cette coupure, cette césure qu'il y a entre les différents groupes politiques, religieux et autres, je pense que c'est l'un des maux de notre pays. Urgence numérique, ça, on dit que c'est un sujet qui est pour Emmanuel, ça. Analyse de la fracture numérique persistante. Ça, c'est un problème. Oui, alors l'urgence numérique, le numérique en commun, le NEC, c'est une édition de rencontre qui a été organisée par la MINSEM et les différentes collectivités pour pouvoir travailler sur l'inclusion numérique. Ouais. Parce que ça part d'un constat, et ça c'est une étude qui a été faite par les services de la collectivité, de la CTM, selon laquelle un habitant sur 7 en Martinique serait en situation de fragilité numérique. Or, aujourd'hui, il ne nous a pas échappé que tout passe par le numérique. C'est difficile de se soigner si on ne maîtrise pas le numérique, c'est difficile de payer ses impôts, même ses amendes, enfin, on Tout. est dans tout, la formation, l'information, et donc aujourd'hui, on parle vraiment d'analphabétisme numérique et qui produit de l'exclusion sociale et sociétale. Donc c'est un enjeu important. C'est un enjeu qui doit, à mon avis, faire partie des grandes priorités de nos collectivités, tout comme la mobilité est une priorité. Eh bien, le numérique doit être une priorité également. Voilà, donc aujourd'hui, ce NEC se réunit. Alors, je n'ai pas l'information, mais il me semble que malheureusement, ce sont des rencontres qui se fassent sans intégrer de manière très volontaire les acteurs du privé, du numérique. Or, on ne peut pas imaginer un travail d'inclusion sans associer toutes les parties prenantes. Et je pense en particulier à des acteurs importants qui aujourd'hui sont dans notre quotidien, les opérateurs de téléphonie par exemple, dont certains d'entre eux ont des programmes
extrêmement fort, extrêmement ambitieux, extrêmement performant pour accélérer l'inclusion numérique. Je pense en particulier à Orange, pour ne pas les citer, qui ont un programme RSE, responsabilité sociale et environnementale, basé sur l'inclusion numérique, avec, alors ça c'est fait de manière tout à fait bénévole par les salariés de l'entreprise, qui travaillent pour favoriser l'inclusion des populations dans le monde du numérique, sans enjeux commerciaux, c'est important de le rappeler, et le font à travers des plateformes. Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Orange Digital Center, avec des rendez-vous en ligne pour pouvoir venir en aide aux populations, mais ils le font aussi par des ateliers, par des Fab Labs, en allant dans les écoles, en allant dans les quartiers, etc. Et donc, tout ça pour vous dire que ces initiatives-là, il ne faut pas les mettre de côté quand on est un acteur politique. Il faut les intégrer dans la démarche politique, parce que là, il y a la ressource, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui pratiquent le métier, et puis ce sont malgré tout, qu'on le veuille ou non, ben, ceux qui mettent à notre disposition l'infrastructure, parce que là aussi, quand on parle de ce sujet-là, on a parfois tendance à dire un peu vite, la Martinique est le parent pauvre du numérique. Je pense qu'il faut relativiser cette affirmation parce que malgré tout, nous avons une infrastructure performante qui peut toujours être améliorée, mais on a de la fibre, on a de la 4G, on a de la 5G, on a un taux d'équipement en Martinique qui est par habitant supérieur à celui de l'Hexagone, il faut le savoir aussi. Donc on n'est pas à la rue sur le plan de l'infrastructure. Là où on doit peut-être faire des progrès, c'est sur l'investissement humain autour de ces outils numériques, où là, il y a effectivement des populations qui sont un peu désemparées parce qu'on n'accompagne pas suffisamment bien ces populations. Donc là, il y a des efforts à faire. Et donc, cette démarche de la MILSEM et des collectivités est une très bonne démarche. Il faut l'encourager et il faut inviter les opérateurs privés à s'adjoindre à cette manifestation pour vraiment créer un effet d'emballement collectif. Le monde dans lequel nous vivons est en train de véritablement changer, être modifié. Quand vous prenez un avion sur les lignes intérieures, par exemple, à l'Hexagone, vous entrez dans un aéroport et vous avez une série de machines qui sont devant vous, comme des robots, là, comme des statues de sel pétrifiées de l'Antiquité qui vous regardent méchamment, en caractère qu'on lit ou qu'on lit pas, mais bon, tant pis pour vous qui avez eu glaucome, cataracte et tout, enfin, c'est le lot de beaucoup de gens de génération. Et ensuite, vous avez un processus par lequel vous mettez un truc, papier. Enfin, je n'ai jamais fait parce que je regardais méduser mes filles et ma beaucoup plus jeune épouse que moi manipuler ça. J'ai dit, mais c'est un cauchemar. Si je suis seul, je suis perdu. J'ai beau avoir un bac plus, je sais pas combien, et puis un métier, et puis parler fort, et puis faire beaucoup de. C'est aussi là, je serais un gamin, je peux aller supplier une petite dame. Mais ce qui me rassure, c'est que généralement les émigrés, ils le font. Ça m'a rassuré. Si une émigré le fait, je me bois franco-français, je pourrais le faire. Et pour simplement prendre un billet ou bien faire simplement un transit pour aller dans quelque part. Ça, c'est au niveau du quotidien de l'aéroport, etc., etc. Puis je vais arrêter mon torrent de pleurs et de larmes. Quant au générique et puis les médicaments, n'en parlons pas. Alors, je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont à peu près là. Vous avez des boîtes qui brusquement changent, vous avez des formes de médicaments qui changent, vous avez pour le même médicament et ensuite des noms qui changent. Et alors, si vous n'avez pas Internet pour aller regarder sur ChatGPT ce que veut dire tel nom par rapport à tel autre nom, vous êtes foutu. Ce que vous faites, vous ne prenez pas le médicament et puis vous mourrez. Justice à notre main, une commission d'enquête, quelque chose qui marche tout aussi bien que ce qu'on vient de voir. C'est Noël, je sais, mais en fait, c'est la réalité. Ce n'est pas des cadeaux de Noël. L'Assemblée nationale insiste sur l'urgence d'une réponse adaptée aux besoins des justiciables ultramarins, intervenante, Madame le bâtonnier, Daniel Arsenis. Alors, c'est une commission d'enquête qui a été créée au mois de juin 2025 et qui a rendu son rapport ces jours derniers, donc en décembre. Alors, il faut déjà, à mon avis, saluer les commissions d'enquête et en même temps faire quelques réserves. Les saluer parce que c'est beaucoup de travail. Vous avez, c'est en général un député, qui en l'occurrence est le député de Saint-Martin, qui préside. Et ce sont donc plusieurs élus qui se déplacent parce qu'ils vont sur les territoires, ils sont allés en Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis qui entendent mais un nombre impressionnant de personnes. Donc c'est vraiment du temps Ouais. du temps qui est passé. Et de juin à décembre,
pour déposer un rapport qui a plus de 300 pages, je dirais c'est du boulot. C'est ça, il faut le reconnaître et le saluer. Et la première conclusion de ce rapport, c'est un constat, à savoir que de façon structurelle, la politique publique de l'État est défaillante en outre-mer s'agissant de la justice, concernant aussi bien les investissements que les questions d'accès au droit. Et que par ailleurs, il y a une vision qui est hyper, ils disent pas centralisée, ils disent hyper centralisée de la conception de la justice en outre-mer. Ce qui fait qu'ils vont faire une analyse en faisant une distinction entre les territoires, parce qu'il y a des différences en outre-mer. Ce qui se passe en Martinique par rapport à Mayotte ou à la Polynésie, c'est pas comparable. Donc, penser qu'on pourra faire une proposition qui soit uniforme pour qui s'appliquera à tous les outre-mer, ce n'est pas possible. Je prends un des axes qui est favoriser l'accès au droit. Dans certaines régions ultramarines, il y a de véritables déserts juridiques où les personnes n'ont pas accès au droit parce qu'il n'y a pas d'avocat à proximité, il n'y a pas de commissaire de justice. Alors le commissaire de justice est l'huissier, il n'y a pas de notaire. Donc il demande, il propose que l'on fasse comme pour les déserts médicaux et qu'on imagine de traiter certaines zones pour pouvoir faciliter. Et quand on prend le cas de Wallis et Futuna, par exemple, où il n'y a pas d'avocat, et puis la Martinique ou la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est elle qui a le plus grand nombre d'avocats par rapport à la population. Donc, ce n'est pas du tout dans les mêmes, dans les mêmes Proportion. proportions. Ensuite, comment dirais-je, dans les propositions qui seront faites, il y aura des propositions qui vont concerner le bâti, Oui. parce que dans certains cas, c'est vraiment désastreux les conditions dans lesquelles s'exerce la justice. Et puis, de façon récurrente, le manque de personnel, et donc il va falloir augmenter. Ça, c'est général. Oui, mais encore plus en outre-mer. Oui. Encore plus en outre-mer, où on manque de greffiers, on manque de magistrats. Et il souligne déjà, et il souligne le fait que les rotations des magistrats, puisque la grande majorité des magistrats sont des magistrats qui sont français de l'Hexagone, et donc il y a une rotation qui est rapide. Et donc ils disent que c'est un peu préjudiciable à l'insertion et au fonctionnement des juridictions. Mhm. Alors moi, c'est pas dans le rapport, mais moi je voudrais saluer le rapport du bâtonnier Lingibé, qui est un bâtonnier de Guyane, qui a proposé et qui a obtenu qu'il y ait une formation des magistrats. Vous savez, les magistrats, c'est l'école de la magistrature. Et il y aura une possibilité outre-mer de faire cette formation. Formé. Donc, on peut penser qu'il y aura davantage de magistrats. Et je voudrais terminer sur une proposition qui, la Commission dit, ce n'est pas on ne va pas développer dans notre rapport, mais nous voulons attirer l'attention sur le fait, la nécessité de faire une étude sur ce qu'on appelle le désordre foncier en outre-mer. Et elle considère qu'il va vraiment traiter ce problème à part, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui devront être appliquées. Et à cette occasion, il y a notamment la SOPAMA avec Madame Gachette et Monsieur Galette de Saint-Ouen qui avait été entendus. Et je termine en disant que la Commission termine en disant qu'elle alerte sur le problème de la prescription acquisitive. Alors maintenant, les gens savent ce que c'est la prescription acquisitive, c'est-à-dire vous occupez un terrain. Alors avant, ils savaient que c'était 30 ans, maintenant, depuis 2024, c'est 10 ans. Et bien, la Commission dit c'est trop court, 10 ans, c'est un problème. Et c'est exactement ce que le GIP que je préside a dit, ce que toutes les instances professionnelles de la Martinique ont dit lors des différentes commissions. C'était une erreur absolue que de réduire la durée de la prescription acquisitive. Donc on espère que peut-être il y aura une modification et que peut-être il y aura un peu de cohérence dans les décisions qui sont prises au niveau dans cette matière. J'ai le net sentiment que depuis que cela fait très, très, très longtemps que j'ai commencé ce métier, le même métier que toi, celui d'avocat, qu'il y a une nette dégradation de l'environnement total de la pratique judiciaire. C'est évident. Les délibérés sont quasiment à des lustres de distance. Les délibérés, c'est le rendu, le prononcé de décisions. Quant au personnel, le moyen, tu l'as dit, je vais pas répéter, mais la relation elle-même humaine entre les pratiquants du droit
les auxiliaires de justice et les magistrats, la pratique, elle est distendue, parfois détériorée d'ailleurs, ou parfois, alors tout dépend, donc c'est la tête du client. Mais je me dis la chose suivante, comment veut-on, dans un monde aussi désorganisé, qu'une justice soit parfaite? Et comment veut-on que dans un monde aussi désorganisé, qu'une église soit parfaite, qu'il n'y ait pas ces scandales que l'on sait? Il faut prendre les choses comme ça, et puis je me dis, eh ben, bon, non, allez, Et puis que chacun fasse sa petite pierre. absolument. Par contre, il y a des choses que l'on peut changer. Pourquoi les voitures hybrides? Ça, c'est C'est mon objet. Ça, c'est ma préoccupation, parce que moi, j'ai eu des diesels coup sur coup parce que je voulais être un bon citoyen vertueux. Maintenant, on m'impose et je joue le jeu des hybrides ou des électriques. Et puis un jour, on va me dire, tu as tout faux. Alors, je veux suivre ça de près. Comme sous l'instigation de Daniel, je me préoccupe maintenant de l'intelligence artificielle, tu te souviens? Pourquoi les voitures hybrides et électriques ne sont pas réellement écologiques en Martinique et en Guadeloupe? Intervenant Emmanuel qui va nous expliquer comment il y a qu'à couillonner nous. Alors, dans ces sujets-là, c'est toujours pareil, il faut mettre de la mesure parce qu'on peut, on peut être pro-électrique Ou contre. ou contre-électrique. En fait, c'est une manière de se positionner qui n'est pas bonne. Il faut vraiment avoir de la mesure dans ce sujet-là. Pourquoi? Parce que la voiture électrique, dans l'absolu, si le carburant qui lui était donné, enfin, si l'électricité était vertueuse, ce sont des instruments qui ne produisent plus du tout L'est-elle? Alors, je Voilà, vais y tu le venir. dors. Non, mais l'usage de la voiture électrique, elle est en soi vertueuse. En revanche, en Martinique, l'électricité qui alimente ces voitures, elle est constituée à 70% d'énergie fossile et donc elle n'est pas vertueuse. Mais ce n'est pas une fatalité. Bon, ce n'est pas une fatalité. Et la question, c'est faut-il, parce que notre fabrication d'énergie est aujourd'hui à base de fossiles, faut-il donc condamner les usages qui, eux, sont vertueux? C'est ça la vraie question. Et dans toutes les. Enfin, l'idée, c'est de dire on ne peut faire pression, on ne peut obtenir des changements dans la fabrication de notre énergie que si on répand des usages qui favorisent la fabrication d'énergie propre. C'est ça le. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop radical. Alors, si on doit faire une photographie et de manière très pratique, à l'heure où l'on parle aujourd'hui, conduire une voiture électrique en Martinique, ça n'est pas vertueux parce Voilà. que l'électricité qui alimente cette voiture électrique l'est pas. ne l'est pas. Voilà. Mais conduire une voiture à essence n'est pas non plus vertueux de la même manière, peut-être encore un peu moins pour le coup. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien relativiser. Et il faut, je pense, que nous, concitoyens, nous, consommateurs, nous ayons des comportements à la hauteur de ce qu'on maîtrise qui peuvent avoir un impact sur les décisions macroéconomiques ou stratégiques, notamment en matière d'énergie. C'est pour ça que c'est important aussi de ne pas jeter l'anathème brutalement sur les véhicules électriques. Alors, on en a parlé la semaine dernière, mais c'est vrai que derrière l'énergie qui alimente les véhicules électriques, il y a un problème de fourniture d'électricité par le fossile. Il y a aussi le problème des batteries, qui est un problème qui est quand même un problème grave, puisque aujourd'hui les batteries ne sont pas recyclables en l'état chez nous et elles sont difficilement transportables pour être évacuées. Et donc ça rajoute au débit du compte de l'électrique. Voilà, donc les enjeux, c'est vraiment de faire ce constat lucide, mais c'est de faire le pari de l'effet d'entraînement. Bon, je crois quand même qu'à un moment donné, comme tu disais tout à l'heure, on doit faire avec ce qu'on a. On n'a pas la baguette magique pour être vertueux partout. Eh bien, que peut-on faire pour peser sur la décision générale? Si on renonce, si on tourne le dos aujourd'hui à des comportements individuels vertueux, on est certain qu'on ne pèsera pas sur la fourniture d'énergie verte. Donc, à un moment donné, on est peut-être aujourd'hui au milieu du gué, dans un entre-deux. Et moi, je suis plutôt favorable à dire il faut continuer cet effort en faisant le pari que par la consommation des différents consommateurs, eh bien, montent en puissance
des usages qui soient plus vertueux, notamment au niveau de la fabrication d'électricité. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux que l'on peut tenter à notre petit niveau d'enclencher. Voilà. Et puis j'ai envie de terminer pour dire quand même, une fois qu'on a fait un peu le procès électrique, il y a quand même des perspectives sur lesquelles on peut réfléchir. Et je vais vous en citer deux. Pourquoi ne pas imaginer que les véhicules électriques puissent être rechargés de jour par des bornes directement reliées à des panneaux solaires? Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, à mon avis, très simplement. Ça peut se faire au niveau des entreprises. Vous prenez votre véhicule, vous le chargez directement par le solaire, et là, votre véhicule électrique est extrêmement vertueux parce que vous ne tombez pas dans. Et puis, vous rentrez chez vous le soir et par les nouveaux compteurs intelligents, vous remettez de l'énergie solaire dans le réseau EDF. On va arriver à ça peut-être demain. Et là, la voiture électrique devient un fournisseur d'électricité verte au système général. Et là, ça vous montre à quel point le procès de l'électrique est un procès à ne pas établir trop vite, parce que ça peut être au contraire une solution pour pouvoir nourrir nos comportements électriques ménagers. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que vous tous fassiez une liste, que vous soyez à la gouvernance de la collectivité. Mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est ça. Alors, il en est de votre avenir politique comme il en est de l'électricité vertueuse. Moi, je pense qu'on est dans un système, objectivement, hein, très terre à terre, on est tout à fait d'accord avec toi, que sur le plan des possibilités, des capacités, des potentialités, il n'y a pas de doute. Mais nous sommes dans un système où nous avons d'abord une électricité qui est produite, comme tu l'as déjà dit, à base de fuel, etc. Donc, c'est le coût sur l'import, le coût sur l'environnement, le coût sur l'écologie, ce qui est pas polluant dans la voiture est polluant au niveau de l'usine. Alors, ce n'est que transfert de pollution. La fragilité des réseaux électriques eux-mêmes, insulaires, moins de petites tempêtes, moins de vent, pas d'électricité. Ensuite, le climat tropical qui accélère la dégradation des batteries. Quand tu as une voiture qui a 3 ans, 2 ans, 3 ans, et puis que tu vas à, je ne dirais pas le nom du garage, parce que c'est un ami, c'est mon cabane, il a une flappe, et on te dit, il faut changer la batterie, et puis il y en a un qui te dit, ça va coûter 2008, le 15 jours après, on te dit, ça va coûter 3004, etc., pour une voiture qui a 3 ans. Moi, j'ai une voiture qui est d'une marque très connue, qui a 16 ans et qui n'a pas de batterie, et puis qui, j'ai dépensé des clopinettes pour la remettre en état, et puis je suis très content de ma grosse SUV qui est peut-être polluante, etc. Mais en tous les cas, moi je pense au niveau individuel. Ensuite, on l'a vu déjà la semaine passée, pas de recyclage des batteries. Où est-ce qu'on va les mettre, ces batteries? Parce qu'au bout de 3 ans, 4 ans, calculer le nombre de voitures, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre où, ces batteries? Ça me concerne aussi. Bon, regardez comment nous sommes concernés par les déchets. Voilà. La topographie fait que les rendements qu'on vous dit n'ont rien à voir ici. Vous avez compris? Pas de grandes phrases, hein, monter, descendre, ça n'a rien à voir avec un usage dans l'Hexagone ou ailleurs où c'est plat. Alors, il est de l'électricité comme le diesel. Moi, j'ai eu 2, 3 voitures diesel, qu'on me dise un jour que c'est pas valable, en tous les cas en regardant techniquement les fiches techniques, qu'il apparaît de moins en moins compatible avec la réalité de la Martinique, le relief pareil, et puis aussi l'inutilité totale de payer aussi cher un moteur pour que l'user prématurément sur des routes difficiles, avec des courts trajets, encrassement du moteur, etc. Mais là, cette émission n'est pas une émission de mécanique, c'est une émission d'abstraction et d'immigration. La Convention européenne des droits de l'homme sur la sellette, c'est Madame d'Espagne. Oui, et puis en précisant, pardon, hein, mais j'aime bien les émissions de Automoto, sans compter l'obsolescence programmée des voitures et de tous nos appareils. Donc effectivement, cette conférence de Strasbourg, elle a réuni 46 États du Conseil de l'Europe. Et l'idée, c'était de demander notamment la facilitation de l'expulsion des personnes émigrées, de l'expulsion des étrangers condamnés pour des crimes graves, même en cas de liens familiaux. Donc, si l'étranger entretient des rapports de famille sur le territoire, ce n'est pas grave, il a commis un crime grave, justement, expulsé. Il est là le sujet de cette réunion, de cette conférence, et l'objectif est de pouvoir le ratifier, d'avoir déjà des échanges, et à terme, de pouvoir le ratifier auprès de la CED, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui lie toute cette Cour européenne des droits de l'homme et leurs États membres, qui sont, je le rappelle, les États
européen. Donc finalement, on se retrouve face à une grande question, c'est la nécessité d'un équilibre entre le droit des migrants et la sécurité publique. Alors vous me direz, c'est un crime grave, oui, sauf que la France, le Royaume-Uni et d'autres États se sont insurgés immédiatement en parlant d'une démarche insidieuse, parce qu'aujourd'hui, on nous parle effectivement d'un crime grave, mais cette approche des choses serait vue potentiellement comme étant un cheval de Troie, puisque aujourd'hui on parle d'un crime grave, demain on parlerait d'un délit, après-demain on parlerait. Enfin, vous voyez un petit peu la progression qui est possible, en tout cas qui a été émise de part et d'autre du débat. C'est un processus qui serait engagé. Si on a une sensibilité de gauche, on comprendra, et si on a une sensibilité de droite, on réagira autrement, mais c'était à peu près ça le sujet. Finalement, la France a été non signataire en parlant d'une démarche insidieuse et en réaffirmant son attachement à la Cour, et le Royaume-Uni critique une interprétation jugée beaucoup trop contraignante de la Convention. Finalement, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que les 46 États se sont accordés sur une déclaration commune réaffirmant les droits fondamentaux tout en tenant compte de la sécurité. Bon, je m'en arrête là, mais quelles que soient les sensibilités que l'on aura, on voit très bien ce dont Emmanuel parlait la semaine dernière au niveau de l'Europe. C'est-à-dire qu'on est parti avec une situation, une solution intermédiaire, et Trump essaie d'agir sur le diviser pour mieux régner, parce qu'on le voit bien, en Europe, contrairement à cet État fédéral avec une seule tête qui arbitre sur les grands sujets, on reste toujours dans une certaine forme de tiédeur, quelles que soient nos sensibilités. Et je pense que cela doit être réformé pour avoir une Europe beaucoup plus forte. Jingle, jingle. La prophétie des sœurs serpents. Moi, j'adore ce titre. Hein. Oui, ah, mais Sœurs serpents. on peut. Et moi, j'avoue que la semaine dernière, comme j'ai parlé du livre et de l'exposition sur les Kalinago et les Taïnos, moi, ça m'a fait penser à ce livre. Donc, c'est une jeune femme, Isis Labo Cabrera. Elle a aujourd'hui 34 ans, mais quand elle a publié ce livre, c'était en 2022, donc elle avait 31 ans. C'est une femme brillantissime. Elle a un bachelor et un master de Sciences Po. Elle a un diplôme de l'Université de Columbia à New York. Elle est diplômée de l'Institut d'études et hautes études sociales à Paris. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très Au talentueuse. top. Et elle a un univers, elle s'inscrit si vous voulez, dans la lignée des auteurs comme Malcolm Ferdinand, qui sont dans ce qu'ils appellent l'écologie décoloniale. Elle est dans ce courant-là, mais elle est aussi dans un courant qui est féminin, voire féministe, et donc avec un imaginaire où il y a où les femmes interviennent. Et ce livre, La prophétie des sœurs serpents, c'est l'originalité de mettre en parallèle une jeune femme qui est donc une créole, parce qu'elle est descendante de son père sa mère est martiniquaise, mais son père ne l'est pas. Et elle vit en France hexagonale, et elle revient, et puis elle découvre un secret familial, et il y aura comme ça des allers-retours entre le 21e siècle et le 17e siècle. C'est-à-dire qu'on va se retrouver au temps de la rencontre, enfin de juste après la colonisation. Donc il y aura les 3 femmes principales de cette époque-là, sont une femme Kalinago chamane, il y a une prêtresse Yoruba qui a donc été capturée en Afrique et amenée en esclavage en Martinique, et puis il y a une engagée bretonne qui vient à la Martinique parce qu'elle a été accusée de sorcellerie en France. Donc il y a tout un univers qui est assez extraordinaire, et on vit ce qu'est la situation à ce moment-là et le contact de civilisation. Oui. Et donc c'est une façon, je trouve, très originale et très talentueuse de nous plonger dans les origines diverses qui sont les nôtres, et avec un parti pris qui est de magnifier la sororité, puisque ces 3 femmes de l'époque du XVIIe siècle sont des femmes qui vont s'entraider et qui vont faire cause commune. Et c'est une vision, en quelque sorte, qui nous est transmise
Donc j'ai trouvé qu'en plus c'est un beau livre qui est bien illustré, que c'était un beau cadeau de fin d'année. Donc voilà, je vous conseille fortement La prophétie des sœurs serpents. C'est une Je rappelle que le serpent est très présent dans tous l'imaginaire des Taïnos et des Kalinago. absolument. Si on avait plus de temps, jingle. Allez, bon, mais Chers amis, et notamment nos amis de la Guadeloupe, je termine l'année en pensant à la Guadeloupe et en Bien. mettant à l'honneur une femme que j'admire, et je pense que vous aussi, c'est Tania Saint-Val. Voilà, je veux Oui. parler de Tania. Un talent certain, une carrière, une pérennité, une longévité, beaucoup de production, agréable à regarder et à écouter. On écoute le premier titre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'intro de Câlin, ça fait tout, 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 tout. Et donc je faisais ça au piano. Et il faut savoir que en faisant cette mélodie, toute la chanson est arrivée, ça m'a inspirée. Et même sur l'album, je suis arrivée à faire tout, tout, tout avec mes petits doigts. Comme quoi, quand on a une inspiration, même si elle semble nulle, parce que je ne suis pas pianiste, mais ce sont ces accords-là qui m'ont permis de composer Câlin. Et j'en profite pour vous faire de gros câlins à tous. Merci du câlin, Tania. Alors, je profite pour vous dire que c'était son anniversaire le 15 décembre. Wow. Joyeux anniversaire. Pas trop tard. Tata souhaite très bons anniversaires à Tania Saint-Val. Alors, elle a commencé très jeune, elle vient d'une famille de musiciens, Tino Saint-Val. C'est une artiste polyvalente. Depuis l'âge de 15 ans, elle est sur les scènes. Elle a collaboré avec Malavoie, avec Dédé Saint-Prix, avec Michel Sardou, avec Johnny Hallyday. On va écouter une deuxième vidéo où elle parle un petit peu de la Guadeloupéenne qu'elle a enregistrée avec Malavoie. Des superbes souvenirs avec Polo Rosine. Il y avait Malavoie, tous les musiciens de Malavoie, ils étaient en live. Et moi, je suis allée en studio dans une petite cabine. J'ai dû faire 2 prises. Et Polo Rosine a dit, on garde celle-là. Ce que vous avez entendu, c'est du one shot. C'était un très bon moment. Et la joie que j'ai eue, c'est de pouvoir interpréter enfin quelque chose de la culture de mon île, qui est la Biguine. Donc voilà, de bons souvenirs. adoré, Ouais, c'est ce que j'allais belle dire. collaboration. Merci. Et j'ai envie de dire que Malavoie aussi a réactivé ce titre, hein, qui est peut-être, bon, je ne sais pas s'il aurait été de nouveau écouté, mais en tout cas, avec l'interprétation merveilleuse de Tania, voilà. Alors, je disais, elle est partie en France à un moment, elle s'est produite en Europe, en Canada, en Afrique, un peu partout dans le monde, hein. Et puis j'ai envie de dire peut-être qu'elle symbolise pour la Guadeloupe ce que Jocelyne Béroir est pour nous, hein, parce que c'est une grande femme aussi qui fait briller la Guadeloupe. Alors, une troisième vidéo que je vous invite à écouter. Zobel Sabel. Chalet. Tout le monde n'a pas eu qu'à courir, qu'on fout pas ni rien, qu'à côté bouillon encore. Santé, maté, ça y est, qu'à monter par les raisons, puis on aller reposer. On dit bonjour, on dit que de pas de pas être en bout de permettre de parler. Alors, le métier de chanteuse, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est aussi beaucoup de projets qu'on concrétise ou qu'on ne concrétise pas. Mais on a du mal, quand on a eu des métiers traditionnels, d'imaginer ce que c'est. Mais tenir comme ça, je pense que c'est quelque chose de très méritant. Et moi, je suis fier de pouvoir parler de Tania Saint-Val, de pouvoir voir son itinéraire, de pouvoir me rendre compte de son développement. Alors, on va continuer parce qu'elle a enregistré, je vous le disais, avec pas mal de gens, dont Ronald Tull,
Et je vous invite à écouter Femme à travers une pochette, c'est pas un clip, c'est une pochette de disque et la voix de Tania Saint-Val. Just away, baby. Femme qui sourire puis tristesse, mais qui dans la souffrance. Yo les poussé tout vieux c'est la paix pour yo rester debout. On va en faire coucou que pleurer, font pas jamais tomber. Toute racine du mal qu'à les fait, yo carré les en moins, toute femme pour les faire. Ah, très belle chanson, hein, vraiment, Ah oui. vraiment très belle que Tania a magnifiée. Alors, Tania, c'est beaucoup d'albums aussi, hein, elle a fait beaucoup de succès, hein. C'est beaucoup donc d'engagement, c'est des visites régulières au pays, parce qu'en Martinique, on aime beaucoup Tania Ah oui. Saint-Val. Chaque fois que Tania passe, c'est plein, hein, voilà. Mais Tania, c'est aussi, euh, comme beaucoup d'artistes, victime du numérique, quoi, quelque part, parce que vous savez que le disque était quand même une source de revenus assez importante, et puis tout est tombé, quoi. Cependant, elle continue, et je vous invite à écouter Désolé, un des titres qu'elle a sorti en 2025. On est sommation. Moi, les hommes me pas. Oui, nous méritons ça. On s'en fout. Nous rester tous les deux. Si on mélodie secret, pas de danse pour pousser. Si on mélodie secret, on t'en pour le lait. Nous rester tous les deux. Donc voilà, ça c'est l'un de ses derniers titres. Et puis là aussi, pour la fin, je vous ai sélectionné une petite vidéo où si elle parle. Voilà, on va l'écouter parler. Le temps où j'ai quitté l'école et que j'ai embrassé ce métier, voilà, les gens m'ont accueilli à bras ouverts. Donc moi, je garde vraiment, je suis dans quelque chose de top avec mon public. J'ai sorti de très beaux albums. Il y a aussi l'étape Mercury, Universal, avec cet album Soul Zouk, un titre qui a été au top 50 pendant 14 semaines. Donc il y a eu toute cette époque, que ce soit Johnny Hallyday, que ce soit Francis Cabrel, après avec nos amis et nos confrères antillais comme Jean-Michel Routin, comme Dédé Saint-Prix, la communauté haïtienne. Non, moi c'est un parcours riche, une musique qui me plaît. Mais à un certain moment, je pense qu'on s'affirme en tant que femme. Il s'est passé d'autres choses dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, la musique, pour moi, c'est avec un grand thème. C'est un grand thème. Ça n'est pas que quelque chose de festif ou pour bouger physiquement. C'est aussi un appel à la réflexion, à partager avec les autres, à écouter de la musique. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, je suis fière de mon parcours, je suis assez contente de mon parcours, mais selon moi, il y a encore d'autres choses à faire. C'est pour tout ça qu'on t'aime beaucoup, Tania Saint-Val, en Martinique, et particulièrement à Contretemps et à Zitata. Absolument. Bonne fête de fin d'année, et puis bonne année, Tania. Nous attendons-nous virer au pays. Je suis d'accord pour que tu puisses communiquer comme ça avec tes amis artistes. Je suis tout à fait d'accord, pourquoi pas, si on peut servir de relais. Non, mais enfin, j'exprime Un avis général et partagé. Nous sommes écoutés effectivement partout grâce à la magie de la technique. On est écouté dans le monde entier. On est écouté, ma famille américaine me dit, on te voit, on t'écoute. On vit quand même une belle époque. Hein. Et puis, permets-moi, je reviens quand même sur un sujet dont j'ai déjà parlé, c'est l'importance de la musique pour les communautés antillaises qui sont à l'extérieur. L'importance de la diaspora, chanter créole, parler créole, danser créole. C'est vrai. Je pense que c'est des éléments que nous devons mesurer, parce que s'il n'y avait pas ça, on sait qu'il y a la littérature, mais il y a la musique, il y a le cinéma, Voilà. et les arts sont des éléments, bien évidemment, à prendre en considération. J'écoutais ce sujet et je me disais, mais on pourrait très bien faire des cafés musicaux à Maniti avec des artistes qui viendraient, on passerait de la musique Ouais. et puis on terminerait peut-être en dansant.
Il y a une vidéo où on montre les élus de la collectivité qui dansent. C'est bien, ça. Ça pourrait être nous. Très bien, merci. Joyeux Noël, bonne année, bonjour de l'an, paix, sérénité, amour, tendresse. À l'année prochaine.